Bonjour tout le monde, je suis content de vous retrouver. Nous sommes le jeudi 10 novembre 2022, le Bitcoin. Alors que je vous parle, vaut 16 700 $. Effectivement, une purge supplémentaire a eu lieu puisque nous sommes courant de cette nuit allés chercher sur cette bougie de liquidation assez énorme les 15 800 $. Donc au niveau des cumuls de liquidation, vous voyez effectivement que désormais la tendance est inversée. Il y a beaucoup plus finalement de personnes à venir liquider au nord, c'est-à-dire effectivement des personnes qui ont ouvert des shorts, plutôt que l'inverse. Ça y est, on va dire que la purge, je dis pas qu'elle est terminée, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que on est probablement plus très loin d'un bottom temporaire. Quand je dis bottom temporaire, ça veut dire qu'effectivement on a des mouvements d'accélération qui s'opèrent pendant quelques heures, quelques jours. C'est ce qu'on voit ici, hein, au niveau de cette bougie. Et a priori, eh bien, il y a un moment où, voilà, là on voit que sur 2 journées, effectivement, le Bitcoin a perdu 23%, ce qui dessine clairement un nouveau bottom. Et ici, vous voyez que là, on avait un bottom temporaire à cet endroit-là. On avait un bottom temporaire ici, c'est-à-dire que quand je dis temporaire, ça veut dire que derrière, en fait, le marché latéralise. On a un range qui s'opère et ensuite une décision doit être prise soit à la hausse, soit à la baisse. Donc on voit que depuis un an, à chaque fois, les décisions sont plutôt à la baisse. Pourquoi ? Parce qu'on est en bear market. Sur le long terme, on observe une phase de marché baissier. Là, c'est pareil, bottom temporaire. Vous voyez que pendant de longs mois, on latéralise. Bim, on casse par le bas. Donc on est sur une continuation baissière et je vais reprendre avant de passer l'introduction et d'aller voir des choses beaucoup plus intéressantes sur le Bitcoin et aller analyser les crypto-monnaies du top 10. On va aller voir l'Ether, le Binance Coin, l'XRP, Cardano, Dogecoin, Polygon, Polkadot et on finira par Solana. Et vous allez voir, c'est intéressant parce que ces graphiques sont tout de même bien différents les uns des autres. Et on voit que certaines crypto-monnaies se comportent beaucoup mieux que d'autres. Et effectivement, ça peut peut-être laisser présager, alors en fonction de ce qui se passera dans les semaines et mois qui viennent, effectivement, à certains projets qui se démarquent du lot probablement par rapport aux autres. Il y en a peut-être qui ne se sont pas encore réveillés, qui en fait se démarqueront plus tard. Bien sûr, on ne sait pas, on ne peut pas lire l'avenir, mais c'est intéressant de commencer à voir sur ce top 10 un petit peu les tendances. On peut essayer d'observer quels sont les projets les plus résilients, ceux qui se comportent le mieux. D'autres comme Solana également qui ont énormément chuté dû au fait que Alameda, qui est donc le fonds de gestion d'investissement de FTX, voilà, possédait 1,2 milliard de dollars, je crois, c'est ce que j'avais entendu donc, de Solana. Il se trouve que là, ça doit valoir beaucoup moins désormais, qu'ils ont dû en revendre en masse sur les marchés, raison peut-être du crash, également la perte de confiance des investisseurs suite à cette nouvelle. Donc voilà, Solana fait partie des crypto-monnaies qui ont énormément souffert de cette nouvelle liée à FTX. Malgré tout, on peut se demander si, voilà, cette blockchain, elle est là, elle est toujours présente, elle ne disparaîtra pas, elle est fiable. Il y a eu une panique qui s'est opérée sur les marchés, je crois que ça a touché les 12 $ et quelques, donc je crois que c'était pendant la nuit ou hier. Et aujourd'hui, on voit que cette crypto se situe à 14 $. On va voir le graphique et on pourra se demander, effectivement, se poser la question de s'il n'y a pas des niveaux où, en fait, il y a des réelles opportunités. Parce qu'à partir du moment, c'est les infos que j'ai pas, mais à partir du moment où Alameda revend ses Solana, parce qu'ils n'ont pas le choix, ils sont en train ils sont insolvables, ils ont besoin de récupérer de la liquidité pour rembourser leurs clients. Voilà, ils sont vraiment dans la merde, hein, on peut le dire. Et donc, ils sont obligés de revendre leurs actifs. C'est comme si vous achetiez une voiture, que finalement vous avez plein de dettes, que vous vous retrouvez à la rue et que vous êtes obligé de revendre votre voiture. Voilà, vous avez acheté une Tesla parce que vous étiez riche 2 ans auparavant. Désormais, le marché des cryptos chute et vous avez des dettes, vous devez de l'argent pour X raisons à quelqu'un. Et ben voilà, vous êtes obligé de revendre votre Tesla, vous n'avez pas le choix et vous êtes obligé de la revendre très rapidement. Donc vous allez faire des concessions sur son prix, quoi. Vous allez la revendre peut-être 10 000 $ de moins que ce qu'elle vaut parce que en fait, vous n'avez pas le choix. En fait, vous avez besoin de cet argent très rapidement. Eh bien, c'est un petit peu ce qu'il se passe ici avec Solana, sauf qu'on n'a pas les infos, enfin moi en tout cas je les ai pas. Est-ce qu'ils ont déjà revendu la totalité de leur Solana ou est-ce qu'ils en ont revendu que un quart? Et à ce moment-là, il y en a encore 3 quarts qui vont arriver sur les marchés. À ce moment-là, le prix de Solana peut encore chuter énormément. C'est des infos que j'ai pas, donc c'est très dur de localiser le bottom, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des personnes qui en profitent. Et donc des entités, des personnes qui achètent du Solana aujourd'hui à un prix 2 fois moins important qu'il y a 4 jours. Tout simplement. Allez, je vais vous passer la petite introduction. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu de cette chaîne vous plaît. Et moi je vous dis à tout de suite. Allez, le Bitcoin, on regarde ces 10 dernières années, on va regarder quelque chose d'intéressant qu'on a fait plusieurs fois sur la chaîne, que je refais souvent quand on a des phases comme celle qu'on connaît maintenant, pour essayer de remettre les choses à leur place. Donc, le Bitcoin, en 2015, a perdu, ici, environ 86% de sa valeur. Voilà. Je vais essayer d'être très précis pour vous donner des vrais chiffres. Donc vraiment, je mets l'élément comme ça, tac, je mets l'élément ici également, 86,79%. Ça, c'est ce que le Bitcoin a perdu ici en 2015. Ensuite, quelques années plus tard,
eh bien le Bitcoin passe de 220 à 20 000 dollars. Et il perd pendant cette phase de marché baissier. Alors je vais aller ici également, on va le faire de façon précise avec l'aimant. Je prends le sommet des 20 000 dollars, enfin quasiment 20 000 dollars. Le bottom ici, alors je ne suis pas dessus, 84,12%. Donc il a perdu 2% de moins. Et maintenant, nous sommes à nouveau quelques années plus tard. Et si on compte le nombre d'années, c'est à peu près similaire à l'écart qu'il y avait au préalable. Donc c'est assez intéressant de voir qu'il y a des cycles sur le Bitcoin. Et là, si je prends le sommet qui a eu lieu donc il y a un an, pile poil un an, hein, donc c'était en novembre 2021, et que je prends le bottom actuel, qui n'est peut-être pas le bottom définitif, puisque effectivement on ne sait pas si là la chute est terminée ou non, nous avons 77,34%. Donc on avait 86, quelque chose, 84, et là on est à 77. Donc est-ce qu'on pourrait pas chuter un peu plus? En tout cas, si on regarde simplement cette indication-là, qui évidemment est à prendre avec des pincettes. Ici, je parle d'une seule information parmi plein d'autres qu'on pourrait coupler. Et effectivement, il n'y a pas de science exacte. Est-ce qu'on pourrait pas aller chercher peut-être les 80%? Allez, dans le pire des cas, les 85. Donc allez, le pire des cas, 85, ça nous amènerait aux 10 000. Si on retourne sur les 80%, on irait aux 13 000. Et qui sait, peut-être 78, 79%, ou voilà, quelque chose comme ça, ça nous amènerait aux 14 500, vous voyez. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, avec cette chute que l'on vient de connaître ces dernières années, que ce soit maintenant ou plus tard, le bottom n'est plus très loin. Quoi qu'il arrive, si on ne l'a pas atteint, il est forcément plus vraiment très loin. Sauf si, effectivement, on apprend la semaine prochaine que Binance est insolvable. Et à ce moment-là, peut-être qu'on ira chercher ici les 1000 dollars. Voilà, non, je plaisante évidemment, mais c'est pour vous dire qu'effectivement, on n'est pas à l'abri, on est à l'abri de rien en fait, hein, bien sûr. Mais voilà, on garde le contexte global en tête et on fait cette analyse, on essaye d'observer un petit peu les choses et de rester, on va dire, les pieds sur terre et essayer de rester logique, quoi. Pas forcément se dire, voilà, c'est bon, c'est la fin du monde, le Bitcoin va revenir sur les 1000 dollars, etc. Tous les scénarios sont envisageables, mais les probabilités pour qu'ils se produisent sont plus ou moins importantes. Là, on a déjà eu pas mal de... Voilà, hein, on a eu une année déjà suffisamment catastrophique, je pense, en espérant que ça continue pas. Mais en même temps, on a des prix très intéressants aujourd'hui. Donc pour quelqu'un qui aurait assez de fiat dans son portefeuille et qui voilà, quelqu'un qui se serait assez suffisamment sécurisé, j'espère que là, vous avez des opportunités d'achat à saisir, hein. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai fait ce matin. Ce matin, je me suis réveillé, j'ai acheté du Bitcoin, hein, tout simplement, hein. D'ailleurs, si je regarde un peu le graphique du Bitcoin ici en 1 heure, donc vous voyez là, on est sur un graphique quand même assez court terme. On a cette purge, voilà, le bottom, hein, du Bitcoin de cette dernière année, il est ici. On a rebondi légèrement, vous voyez ici, et là on chute de nouveau. Et là on vient chercher les 16 300. On peut faire quelque chose d'intéressant sur ce graphique. Moi j'ai acheté ce matin au réveil à 16 700 à peu près. Pour vous donner mon raisonnement, c'est que en fait j'ai vu que là effectivement il y avait une grosse purge. Là on avait un gros V-bottom, donc je me suis douté qu'on allait revenir au 61,8 de Fibo, hein, comme le marché le fait régulièrement. Si je prends là ce sommet maintenant, je peux le faire, je pouvais pas le faire il y a quelques heures. On voit que on est entre les 16 144 et les 15 900. Là on a une bonne zone pour investir. Donc ce que j'ai fait, c'est que ce matin je me suis réveillé, j'ai passé mon envie d'acheter, parce que quand je vois des chiffres aussi faibles et que je vois un Bitcoin qui chute et qui continue de purger, j'ai envie d'acheter. Donc je me mets des limites, c'est-à-dire que je vais dire allez voilà, je vais acheter avec 0,5% de mon portefeuille total, je vais prendre une toute petite partie de mon fiat et je me passe cette envie d'acheter au cas où si jamais ça monte, etc. Mais j'ai gardé le plus gros pour effectivement de ce que je vais investir là en ce moment, de ce que j'ai à consacrer au Bitcoin à ce prix des 16 000 dollars, hein, puisque en fonction, vous le savez si vous suivez ma chaîne, mais ici en fonction des chutes, moi j'ai mes paliers d'achat, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qui se passe, effectivement j'ai mon argent, mon fiat qui est disponible pour acheter. J'en ai actuellement pour les on va dire 16 à 14 000 dollars, et j'ai de l'argent à consacrer également entre les 12 et les 12 000 dollars si on y va. Voilà. Pour l'instant on n'y est pas, peut-être que cet argent je l'investirai jamais, peut-être que le bottom c'est maintenant, ça j'en sais rien. Mais l'argent que j'ai aujourd'hui à consacrer entre les 16 et les 14 000, eh bien effectivement j'en ai mis un petit peu, très peu, hein, ce matin, et je vais en remettre probablement un petit peu très prochainement. Je retourne sur du 1 heure, voilà, quand on va revenir ici, entre les 16 147 et les 15 900. Enfin, si on y va, parce que voilà, il n'y a rien de sûr. Imaginez, on peut très bien s'arrêter là et continuer à monter, en fait aller dans la zone de rechargement plus tard, sur un mouvement plus important. Voilà, vraiment, il faut savoir que tout peut se produire et qu'en fait, on peut se mettre des ordres d'achat qui ne sont pas déclenchés. Voilà, bien sûr, tout ça est très imprévisible, mais ce qui est sûr, c'est que moi, j'aime bien effectivement acheter pendant que ça purge, sur les niveaux que j'avais définis bien à l'avance et où je me suis dit, voilà, ce sont des niveaux où je souhaite investir si jamais on les atteint. Il se trouve qu'aujourd'hui, on a l'opportunité de le faire.
Et on ne sait pas si cette purge est terminée. Il y est quand même, quand on regarde ça, on se dit, bah voilà, c'est pas du tout sûr hein, que ce soit fini. On a une sorte de V-bottom qui se dessine là, mais on peut très bien latéraliser quelques heures pour ensuite, enfin peut-être une journée ou deux pour ensuite continuer cette purge en fait, hein, et aller chercher ces 14 500 dont on parlait. Donc faire des analyses graphiques court terme sur le Bitcoin aujourd'hui, c'est pas très intéressant. Je viens de le faire ici avec vous pour vous montrer moi comment je fais effectivement quand je procède à mes achats, même si j'achète sur des paliers qui sont faits pour du quand même assez long terme. Là, je suis pas en train d'acheter du Bitcoin pour le revendre dans une semaine. Hein. Là, ce que je suis en train d'acheter, ce que j'ai acheté ce matin, donc à 16 700 $, c'est pour le garder au moins 2 ans, c'est-à-dire d'attendre une future phase haussière. Alors j'exagère peut-être, c'est-à-dire que si, admettons, dans 6 mois, on a un Bitcoin qui revient sur les 40 ou 50 000, alors qu'on n'est pas du tout dans une phase de cycle où normalement on est censé faire un ATH, peut-être que je me sécuriserai un petit peu quand même, et qu'en fait il n'y a pas forcément de règle exacte. Je ne peux pas dire, voilà, je vais le garder 5 ans forcément, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que je le fais pas, je suis pas en train d'acheter aujourd'hui du Bitcoin pour le revendre dans 3 heures lorsqu'il sera, admettons, 19 000. Je vois Bitcoin 19 000, ah ouais, cool, je prends mes profits, le Bitcoin a pris 5%. Non, non, c'est pas du tout l'objectif et je ne fais pas de trading ici, moi je parle d'investissement. Voilà, donc on reprend ce graphique long terme. Le court terme, ça ne nous intéresse pas forcément pendant ces phases baissières. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ici le graphique un peu long terme. On va regarder quelque chose d'intéressant, c'est le MVRV ratio qui matérialise un petit peu la valeur intrinsèque du Bitcoin, c'est-à-dire que si on est au-dessous de cette ligne pointillée qui est pas très visible, c'est en noir, je ne sais pas pourquoi, alors qu'avant j'avais ça en blanc, c'était plus visible. Bref, on voit qu'on est revenu avec cette petite chute aux alentours des 0,758. Ça veut dire qu'en gros, lorsqu'on est sur le niveau lorsqu'on est sur 1, on a un Bitcoin qui vaut sa propre valeur intrinsèque. Et lorsqu'on est en dessous, voilà, on a un Bitcoin qui aujourd'hui est sur un prix moins élevé que sa réelle valeur intrinsèque. Donc c'est vrai qu'on peut se dire que le cours aura tendance à grimper pour que l'on revienne sur ce ratio de 1. C'est un calcul que j'ai expliqué à de nombreuses reprises. Hein. Ça prend en compte les transactions du Bitcoin qui ont été effectuées de wallet à wallet et les valeurs que le Bitcoin avait au moment de chacune de ces transactions par rapport à la capitalisation totale, etc. C'est tout un calcul qui est expliqué en dessous. Je vous invite à le lire. J'ai pas du tout envie de le réexpliquer. C'est quand même un petit peu complexe et un peu long. Ça serait un peu long à expliquer et à vulgariser. Mais ce que vous pouvez retenir, c'est que quand on est sur des sommets avec un Bitcoin qui était par exemple sur les 69 000 $, l'année dernière ou même en mai 2021 lorsqu'il avait touché les 67 000, voilà, on avait un MVRV ratio d'approximativement 4, ici 3, donc on avait un Bitcoin qui avait l'air quand même d'être vachement surévalué. Aujourd'hui on est plutôt sur l'inverse, donc sur le long terme, sur la globalité du marché, on observe que là on était sur les 0,39, ici 0,55, ici 0,69, et vous voyez là on est à 0,758. On est clairement, a priori, juste avec cet indicateur, on peut l'observer pas loin d'un bottom ou pas loin de quelque chose d'intéressant sur du long terme au niveau du Bitcoin. On peut s'amuser à aller voir Look into Bitcoin également. C'est un site que j'aime bien utiliser pour regarder les indicateurs long terme. Par exemple, on peut aller sur Chart. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait d'ailleurs. À Fear and Greed, je me demande à combien il est d'ailleurs le crypto Fear and Greed en ce moment. Je ne l'ai pas regardé depuis un moment. On est 22, oui, on n'est pas encore extrêmement bas, ça va arriver les jours prochains, je pense. Mais voilà, alors cet indicateur n'est pas forcément hyper intéressant là, à l'heure actuelle. On peut regarder rapidement le stock to flow, il y a plein d'informations intéressantes. Hein. Je vous invite à aller sur Look into Bitcoin et aller lire un petit peu et vous renseigner là-dessus. Mais je vais faire très simple ici. On voit qu'on a en bas ici une sorte d'indicateur avec une ligne médiane qui montre les zones où on est vraiment en surexposition, dans des zones où effectivement le Bitcoin est vraiment sur une valeur beaucoup trop importante par rapport au stock to flow. Regardez ici, vous avez la ligne marron. Lorsqu'on est au-dessus de la ligne marron, effectivement on a du rouge ici. Lorsqu'on est en dessous, on a du vert. Donc vert pour indiquer que c'est une bonne zone pour acheter, rouge pour indiquer que c'est une jolie zone pour vendre. Et on observe que aujourd'hui on est quand même extrêmement bas. On peut même dire qu'on n'a jamais été aussi bas au niveau de cet indicateur stock to flow. Donc peut-être qu'il ne va pas être respecté comme il a été respecté au préalable. Vous voyez que là, l'indicateur stock to flow indiquait un ATH pour le Bitcoin aux alentours des 61 900. On a touché les 67 000. Alors que les fois précédentes, regardez ici, l'ATH indiqué par le stock to flow model était aux alentours des 5 000 $ et on a touché les 20 000. Donc vous voyez, il y avait une sorte... On arrivait à suivre bien ce modèle correctement, alors que là, on est venu pile poil sur finalement l'indicateur stock to flow et la prédiction de prix qu'on pouvait indiquer avec cet indicateur pour chuter énormément. Et vous voyez que, est-ce que le prochain bull run, on va aller chercher les 587 000 $?
permettez-moi d'en douter tout de même. J'ai l'impression que ce stock to flow modèle, qui est une sorte finalement de modèle pur et simple, produit à base de calculs liés à la production de Bitcoin, c'est-à-dire moins de Bitcoin. Le Bitcoin est de plus en plus rare parce que sa production est de plus en plus faible. On en produit aujourd'hui 6,25 alors que ici en 2000, j'en sais rien combien, 2010 on en produisait 50 toutes les 10 minutes. Maintenant on n'en produit plus que 6,25. Dans 4 ans, dans 3 ans on n'en produira plus que 3,125 chaque 10 minutes. Donc effectivement, sa raréfication est représentée par ce modèle, et donc c'est pour ça qu'on a un calcul qui est produit et qui nous indique la valeur que le Bitcoin pourrait atteindre en fonction du fait qu'il soit de plus en plus rare et que sa production soit réduite. Le stock to flow, c'est un modèle qui a été utilisé principalement sur les matières premières, par exemple l'or. J'essaie d'en trouver un ici pour vous montrer à quoi ressemblerait le stock to flow de l'or. Mais en fait, il ne va pas avoir la même tête que celui du Bitcoin. Parce qu'en fait, celui du Bitcoin, il part d'un principe et d'un protocole qui est mathématique. Et donc, on sait en fait que tous les 4 ans, la production de Bitcoin va diviser par 2. Alors que pour l'or, on n'en sait rien. Peut-être qu'on va trouver une mine et qu'en fait, finalement, d'un coup, on a plus d'offres qu'avant, puisque énormément d'or est amené sur le marché du fait qu'on ait trouvé plein de mines assez rapidement. Vous voyez, donc finalement, c'est plus intéressant de voir un stock to flow sur le Bitcoin que sur l'or, je pense. Malgré tout, ça reste un modèle qui, forcément, sur le long terme, ne pourra pas être adapté ou respecté, je veux dire, parce que là, on voit pas la suite de ce stock to flow, mais là, on va jusqu'à 2028, mais admettons qu'on ait un graphique, là, imaginez jusqu'à 2100, ça veut dire qu'on a un Bitcoin, en fait, qui, imaginez-le, puisse monter jusqu'à plusieurs dizaines de millions de dollars, parce que c'est un calcul qui sera toujours en constante augmentation. Mais en réalité, ça ne prend pas en compte le fait de l'utilité et de la confiance que les gens pourraient accorder au Bitcoin. Si par exemple dans 50 ans la confiance est beaucoup moins importante qu'en ce moment, ou que qu'en fait le Bitcoin c'est has-been, et il y a plein de nouvelles cryptos, de nouvelles blockchains bien plus intéressantes, peut-être qu'en fait sa valeur ne suivra pas ce modèle. Voilà, c'est pour vous dire qu'en fait c'est pas une science exacte, simplement un modèle, et c'était intéressant de vous montrer cela. On va revenir maintenant sur les cryptos, et je vais regarder les graphiques. Je voulais regarder les graphiques des 10 plus grosses cryptos, mais j'ai tellement parlé qu'en fait je vais simplement sélectionner les graphiques qui m'intéressent le plus pour vous en parler aujourd'hui. On commence avec l'Ether. En fait, j'en ai mis quand même quelques-unes là sur les graphiques là-haut sur TradingView. J'ai ouvert pas mal de fenêtres, je vais pouvoir montrer quand même pas mal de choses. Et à chaque fois, j'ai mis à gauche la crypto en question par rapport au dollar, et à droite la crypto en question par rapport au Bitcoin. Alors, sur à peu près la même période de temps, voilà, ici, tac, il faudrait que je zoome un petit peu en fait. Hop, voilà. Ce que vous avez à gauche à l'écran, donc la phase haute de l'Ether qui a touché les 4800 $, et le prix de l'Ether aujourd'hui à 1100 $. Finalement, au niveau de la temporalité, c'est pareil. Vous avez la ligne verticale à droite et à gauche. Vous voyez, ça correspond à cette temporalité. Donc, c'est intéressant de voir que l'Ether par rapport au Bitcoin se comporte plutôt bien actuellement. C'est-à-dire qu'on a un Ether qui a pris énormément de valeur par rapport au Bitcoin pendant toute cette phase haussière. Vous voyez. Et aujourd'hui, on reste quand même très très haut. L'Ether par rapport au Bitcoin est quand même très très haut. Donc oui, on a un Ether qui se comporte très très bien. Malgré tout, attention, vous voyez ce rectangle que j'ai dessiné à droite, je pourrais le faire vraiment en forme de rectangle pour que ce soit plus simple et clair, représente un range, c'est-à-dire une zone sur laquelle finalement on a le cours de l'Ether par rapport au Bitcoin qui touche le point haut pour ensuite toucher le point bas, etc. Qu'on peut se réduire, vous voyez, si je ne prends pas les excès, plutôt comme ceci. Pourquoi? Parce que c'est le niveau là qui a été le plus touché. Il y a 1, 2, 3, 4, on peut compter celui-là 5 fois. Et en bas, je peux le réduire par ici. Donc c'est vrai que quand on regarde ça, on se dit que c'est quand même plus intéressant peut-être en ce moment, à très court terme, d'avoir du Bitcoin, parce que la ligne médiane elle est par là, qu'on est au-dessus. Vous voyez, on est revenu chercher ce point-là récemment, mais effectivement on a dans la perspective de marché aujourd'hui peut-être le risque d'avoir un Ether qui chute un peu plus par rapport au Bitcoin. Donc ça c'est le contexte Ether par rapport au Bitcoin. Si je regarde maintenant l'Ether par rapport au dollar, il est vrai que voilà, de la même façon que pour le Bitcoin et les autres cryptos, on est sur un niveau quand même qui a l'air relativement intéressant. Donc si je reprends un Fibo qui récupère toute la hausse comme ceci, voilà, on observe qu'on est venu chercher les 78,6. Et si je regarde le pourcentage de baisse sur l'Ether, voilà, on a fait moins 81% entre le sommet et le point le plus bas. Ce qui est intéressant de constater tout de même, c'est que sur le Bitcoin, je le rappelle, on a fait un nouveau plus bas, donc on vient chercher vraiment
un point et on écrase le précédent bottom, alors que sur l'Ether c'est pas le cas. Est-ce que ça va arriver? C'est vraiment la grosse question qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce qu'en fait l'Ether est prêt également à aller écraser son précédent bottom ou non? Et ça va être la même question qu'on pourra se poser pour toutes les crypto-monnaies qui ne sont pas le Bitcoin et qui pour la plupart, en tout cas pour le top 10, n'ont pas écrasé leur bottom. Voilà, donc ça c'était pour l'Ether. Le Binance Coin, tout à fait différent encore. Le Binance Coin, je vous le montre pourquoi, parce que c'est exceptionnel en fait. Binance est peut-être en train d'écraser un peu la concurrence en ce moment avec ce qui s'est passé avec FTX. Je le rappelle, si je vais sur CoinGecko, je regarde les plateformes d'échange, regardez tout simplement. Binance, c'est la première plateforme d'échange, en tout cas c'est celle qui a le plus de volume. Elle établit sur 24 heures 37 milliards de volume. Donc là, je suis que sur les dernières 24 heures, certes, mais c'est pour vous montrer la différence. Alors non, je ne sais pas ce que c'est la différence entre normalisé et volume. Peu importe, vous voyez que dans les deux cas, de toute façon, il y a une grosse différence entre le volume qu'il y a sur Binance et le volume de la deuxième plus grosse plateforme, qui est aujourd'hui Coinbase, avec 5 milliards tout simplement. Donc c'est un peu le leader en ce moment au niveau des plateformes centralisées. La plateforme sur laquelle il y a le plus de volume et où le plus de crypto-monnaies sont échangées. Donc ça, effectivement, ça entraîne le prix du Binance Coin à la hausse. C'est une crypto-monnaie qui est très utilisée dans la finance décentralisée. Donc c'est vrai que Binance, ils sont présents dans la partie centralisée, également dans la partie décentralisée avec la BNB Chain. On l'a vu avec la Binance Smart Chain tout au cours du bull run précédent. Et c'est vrai que on a un Binance Coin, regardez, qui donc pendant cette phase haussière était passé de 40 $ approximativement à 700. C'est une période de temps où par rapport au Bitcoin également il a augmenté, c'est logique, il a pris beaucoup plus de valeur en pourcentage que le Bitcoin. Et c'est intéressant de voir que cette dernière année, le Binance Coin s'est démarqué vraiment des autres crypto-monnaies dans le sens où c'est peut-être en tout cas c'est peut-être pas la seule, mais si je prends le top 10 ou peut-être même le top 100, il faudrait que j'aille voir toutes les crypto-monnaies, je ne l'ai pas fait, vous l'imaginez bien, mais je pense que en tout cas parmi le top 10 c'est sûr, c'est la seule qui a pris en valeur par rapport au Bitcoin pendant cette phase baissière, alors que beaucoup ont perdu en valeur en fait par rapport au Bitcoin. C'est intéressant de constater ça, c'est vraiment solide quoi. Le Binance Coin est quand même assez solide et si on regarde, on met un Fibo de prolongation, on voit que là il y a des objectifs supérieurs qui pourraient être atteints. Et je regarde en fait le graphique du Binance Coin par rapport au dollar, il est donc passé de 700 $ quand même à 198 ici, là il se reprend un peu. On n'a pas l'impression en fait quand on voit ça, en fait on comprend pas trop ce qu'on voit ici. Vous voyez, je comprends pas pourquoi, enfin c'est dur à imaginer, à saisir qu'en fait on a un Binance Coin qui passe de 700 à 198 $, qui donc subit une perte de valeur énorme, mais qui malgré tout en fait est en train d'exploser le Bitcoin en termes en tout cas de dominance. Et ça c'est dû en fait au fait que si on regarde le sommet du Binance Coin et le niveau actuel, on a moins 60%. Alors que sur le Bitcoin, on l'a vu tout à l'heure, on vient de cette nuit donc de toucher les moins 77. Donc il y a 17% de chute supplémentaire sur le Bitcoin. Donc oui, le Binance Coin c'est très solide, mais attention à ce graphique. Voilà, attention, à un moment donné, on va bien forcément toucher un sommet, il va y avoir un retracement. Quand on voit le contexte par rapport au dollar, on se dit quand même qu'il a de la marge ce Binance Coin. Si on prend un Fibo qui récupère toute la hausse, si on regarde juste le graphique par rapport au dollar, en fait, on voit qu'il y a quand même des niveaux qui pourraient être intéressants, mais c'est pas forcément l'actif que j'irai acheter juste à cause de ce que je vois par rapport au Bitcoin. Mais je ne veux pas du tout vous inciter à quoi que ce soit, c'est-à-dire que on a un Binance Coin très solide qui par rapport au dollar quand même revient sur les 61,8, qui semble en tout cas pour les années à venir, en tout cas peut-être dominer le marché de l'échangeur centralisé. Enfin, en tout cas on peut spéculer sur le fait que Binance domine la partie échange centralisé à l'avenir. Et on sait qu'en fait, en tout cas moi personnellement, lors du précédent bull run, même sur la partie décentralisée, c'est la Binance Smart Chain que j'utilisais le plus pour pouvoir acheter et changer mes cryptos. Donc même sur la partie décentralisée, elle peut s'imposer en fait, avec PancakeSwap et tout ça. Donc je suis très confiant sur Binance, mais voilà, je suis pas en train d'acheter. Disons que je sais pas si j'en achèterai, je sais pas si j'ai besoin d'en acheter plus que ce que j'en ai. Mais en tout cas, si c'était le cas, j'attendrai quand même au moins un retracement au niveau de ce graphique de Binance par rapport au Bitcoin. Qui sait, peut-être que voilà, on est quasiment venu chercher les 123, on peut aller chercher les 161,8, peut-être même les 268, j'en sais rien. En tout cas, moi, si je devais en racheter aujourd'hui, j'attendrais quand même un retour sur Neckline parce que là, on a vu cet énorme W se dessiner. Et en face de bear market, un W s'est dessiné sur BNB, BTC. Et là, peut-être qu'on peut revenir chercher les 0,012 au niveau du prix
du Binance Coin par rapport au Bitcoin. Ça pourrait être peut-être plus opportun en tout cas comme opportunité. À voir si ça traduirait sur le Binance Coin par rapport au dollar quelque chose comme ceci, ou si ça traduirait plutôt quelque chose qui reviendrait faire un double bottom. Je préférerais voir un double bottom, ça serait plus intéressant qu'un nouveau plus bas finalement qui nous amène sur quelque chose où on n'a plus de perspective plus de perspective de hausse à court terme. Bref, j'arrête avec le Binance Coin, on va aller voir XRP. XRP, c'est encore une configuration différente. C'est intéressant de voir que sur ce top 10 crypto, en fait, il se passe des choses. Quand on regarde les graphiques par rapport au dollar, c'est pareil, on a des retracements énormes. Mais c'est intéressant de voir, en fait, et c'est marrant de se dire qu'en fait, c'était plus intéressant pendant toute cette phase, en tout cas jusqu'à maintenant, hein, de bear market. C'était mieux d'avoir du Binance Coin dans son portefeuille plutôt que du Bitcoin. C'est quand même incroyable, pendant toutes les phases de bear market précédentes, eh bien, c'est le genre de phénomène qui ne s'est jamais produit. Ça a toujours été plus intéressant d'avoir du Bitcoin pendant les phases de bear market. Là non, le Binance Coin a surdominé. Et le token XRP, on voit que pendant toute cette phase, en fait, c'est ça qui est drôle, toute cette phase ici de hausse de XRP, 2021, etc., il vient chercher les 1,96$, ce qui est pas son ATH, hein, il n'a pas eu des performances extrêmement importantes. Et cette phase de baisse, en fait, le XRP, il n'a fait que suivre le prix du Bitcoin. Parce que regardez, par rapport au Bitcoin, il a fait ça, il a rangé. Donc avoir du XRP, pardon, excusez-moi, j'ai un peu du mal à parler en cette fin d'émission, mais avoir du XRP ou avoir du Bitcoin, c'était pas si différent. Vous étiez juste un peu plus soumis à la volatilité sur XRP avec des moins 80% à des moments par rapport au Bitcoin, des plus 300%, mais dans la globalité, ça reste un range ici que vous avez à l'écran. Et c'est intéressant à voir. C'est intéressant à observer et on se dit que voilà, si on reprend encore le cycle précédent sur XRP, on avait eu voilà, quelque chose de beaucoup plus important qui s'était produit et graphiquement parlant, hein, je parle pas de fondamental ici, effectivement on a une latéralisation très longue durée qui s'opère, qui ne suit pas du tout les cycles de temporalité crypto. Donc en fait, hein, j'ai envie de vous dire, tant qu'on restera dans cette partie du graphique sur XRP Bitcoin, il va pas se passer grand chose en fait, hein. On peut espérer que ça change un jour, mais c'est vrai que ce cycle-là qu'on a vécu, c'était pas le cycle de XRP, hein. C'était voilà, évidemment, on est plutôt dans une compression. En plus, on peut essayer de l'observer ici. Voilà, il faudrait qu'on vienne vraiment casser cette ligne de résistance là pour imaginer aller chercher des niveaux un peu plus importants. Voilà, juste, je vais essayer de faire ça pour vous faire rêver un petit peu, mais ça reste que du rêve. Si XRP vient casser cette résistance, admettons, on peut imaginer qu'il revienne au 23,6, 38,2, etc. Imaginez qu'il revienne sur les niveaux qu'il avait précédemment, ou en tout cas dans la zone de rechargement de short des niveaux précédents. Et on peut imaginer XRP ici entre les 15 et les 19, donc en tout cas sur son prix par rapport au Bitcoin. Ce qui amènerait donc, je vais vous faire le calcul, à avoir un XRP, alors 0,0. On va prendre la partie, bon peu importe, il y a combien de 0 3, 1, 2, 3, on va mettre 19,5, voilà, et on multiplie ça par le prix du Bitcoin. On va dire que le Bitcoin, bon, on va prendre 16 000 $, mais bon, c'est vrai qu'il est quand même bas. Ça nous amènerait un XRP à 3,12 $, donc simplement si on revenait sur cette partie haute. Évidemment, si ça arrive, le Bitcoin sera sûrement sur un niveau plus élevé que maintenant. C'est sûr, ça serait sur un cycle. Je suis pas du tout en train de dire que ça va se passer comme ça, hein, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on observe que pendant ce cycle précédent de hausse, XRP n'a rien fait. Malgré tout, il reste, quand on regarde les crypto-monnaies, il reste dans les crypto-monnaies les plus capitalisées, hein. Après le Bitcoin, l'Ether, Binance Coin, finalement, il reste plus que, voilà, c'est XRP. Donc on est sur le... Bon, là, j'aimerais bien enlever les stablecoins, ça me perturbe ma vue, mais j'aimerais bien retirer les stablecoins. Mais vous avez Bitcoin, Ether, Binance Coin, et ensuite XRP, voilà. Donc c'est quand même assez fou de se dire ça. C'est très capitalisé, mais ça bouge pas, ça stagne, et voilà, si à un moment donné il se passe quelque chose avec ce token, eh bien ça peut toujours être intéressant d'en avoir un petit peu dans le portefeuille pour diversifier. Là il vaut combien ouais, il vaut 36 centimes. Donc là je vous parle d'un x10 en fait, hein. Si jamais on monte simplement et qu'on revient simplement dans cette zone de rechargement de short là. Il m'en reste deux à passer. D'abord Ada Cardano, vous voyez, qui avait établi cette sorte de range lors de la phase baissière précédente entre les 16 centimes et les 1 centime. Grosso modo, là on revient sur les 34. Donc on voit qu'on est plus haut, mais qu'on a quand même tout de même énormément chuté. Si je prends un Fibo comme ça, alors qui n'est pas hyper précis, mais voilà, on est sur les 85,4 à peu près. Donc on est sur une bonne localisation, mais c'est vrai que par rapport au dollar, il nous imprime quelque chose qui vient établir un nouveau bottom, comme sur le Bitcoin. On a cette sorte de ligne de support qui vient soutenir le cours, hein, que je pourrais mieux tracer comme ça, en ligne, voilà. On a vraiment une ligne là comme ça,
qui semble pour l'instant soutenir le cours, donc et à chaque fois ça fait des nouveaux plus bas. On a en parallèle un RSI, vous voyez ici, qui semble être pas mal aussi également, qui à l'inverse est plutôt en train de monter. Donc ouais, je pense que c'est le genre de token clairement qui peut être intéressant pour diversifier un portefeuille aujourd'hui, avec un prix qui vous est offert relativement intéressant aux alentours des 34 centimes, 35 centimes actuellement. Et par rapport au Bitcoin, en plus de ça, il a plutôt quelque chose d'intéressant. Voilà, il y a un graphique où on établit un bottom. On revient, donc là, si je prends comme ceci, cela, tac, je positionne comme cela mon graphique. Voilà, on revient sur le ADA par rapport au Bitcoin dans la zone de rechargement. Donc là, bon, il n'y a encore rien de confirmé, mais si on vient casser ce niveau-là, effectivement, on aura un joli W qui se dessinera sur ADA par rapport au Bitcoin. Et si ça se traduit par une petite reprise également ici, vous voyez, sur le ADA par rapport au dollar, bon voilà, ça reste un des projets solides qui est toujours dans le top 10 capitalisation et qui se comporte plutôt bien. Je vais finir cette émission avec Solana. Et là, voilà, c'est la débandade, Solana, grosse chute. J'en ai parlé avant l'introduction pour vous expliquer un petit peu ce phénomène de chute qui est lié à la fois à la confiance qu'on peut accorder à Solana, en tout cas au fait qu'ils avaient énormément de tokens qui étaient en possession d'une seule personne. C'est jamais bon, vous savez, quand un actif est possédé en très grosse quantité par une seule entité ou une seule personne. En tout cas en majorité ou voilà, en très grosse quantité tout simplement, il y a un risque parce que si cette personne a besoin d'argent, eh bien elle peut tout vendre d'un coup, ou si cette personne décide de tout vendre d'un coup, elle peut faire chuter le marché indépendamment de la volonté de quiconque pourrait le décider, effectivement avec aucune prévision. C'est quelque chose de très imprévisible qui peut se produire n'importe quand. Bon, là il se trouve qu'on a eu la chute de FTX, Alameda qui avait énormément de Solana, etc. On a une perte de confiance énorme des investisseurs sur Solana. On peut se mettre cette ligne horizontale. On voit voilà, le nouveau plus bas qui a été effectué. On a vu que voilà, beaucoup de cryptos n'ont pas fait de nouveau plus bas, mais c'est pas le cas de Solana. Et aujourd'hui, peut-être qu'on a des prix assez intéressants qui nous sont offerts, notamment parce que ce token est en train de se répartir entre plusieurs portefeuilles. Et du coup, avec ce qui est en train de se passer, ne sera plus entre les mains d'un gros comme voilà, FTX et Alameda, et qu'en fait, ils seront répartis sur plusieurs peut-être petits portefeuilles ou d'autres entités, par exemple une dizaine d'autres entités qui acquerront ces Solana et qui probablement auront envie et pour nécessité de les garder, de les hold sur du long terme. Donc c'est pour ça qu'on peut se dire qu'on revient sur des prix intéressants. Et on constate également cette forte zone de support qui se situe ici, sur le prix de Solana par rapport au Bitcoin, tout simplement. On voit qu'on est en plein dedans maintenant, presque dans la zone basse. Donc vraiment, c'est une zone qui peut réellement on va dire stopper la chute du Solana de façon très logique. C'est un endroit où voilà, le cours a été défendu à de nombreuses cibles. C'était certes il y a un an, mais sur les marchés il y a une mémoire. C'est pour ça qu'on parle de support et de résistance. Donc c'est pas anodin qu'on vienne se loger dans cette zone. Maintenant on peut très bien la casser par le bas, mais voilà, là il y a quand même déjà une énorme purge qui a eu lieu, une perte de confiance qui s'est déjà opérée. C'est peut-être voilà, c'est peut-être fait, c'est peut-être passé. Désormais on peut peut-être repartir sur de bonnes bases. J'ai pas la réponse à cette question, mais en tout cas, voilà, je trouve que graphiquement parlant, en tout cas par rapport au Bitcoin, c'est intéressant. Par contre, c'est là où c'est un peu piégeux, c'est que par rapport au dollar, on voit qu'on revient dans une zone où, alors certes, le cours a été légèrement travaillé pendant une très courte période de temps ici, au mois de mars 2021, mais malgré tout, c'est pas une grosse zone de travail. Vraiment le niveau, en tout cas qui semble attirer le Solana là sur cette bougie rouge, si jamais on avait cette continuation baissière, c'est les 4 $ malheureusement. Les 4 $. Est-ce que ça va arriver ? Je n'en ai aucune idée, je le rappelle, mais en tant qu'investisseur, si voilà, j'avais de l'argent à consacrer à Solana maintenant, je me dirais que ça serait une bonne idée de le faire dès maintenant, avec une certaine somme, et garder, pourquoi pas, de la liquidité, peut-être plus, beaucoup plus. Peut-être que je mettrai que 20% maintenant, et je garderai 80% pour me mettre des paliers entre les 14 et les 3 $. Voilà, donc j'arrive sur la fin de cette émission. Je vous ai parlé un petit peu des cryptos du top 10 et vous avez vu un petit peu celles qui avaient l'air plus résilientes que d'autres, notamment le Binance Coin. Il y a le Matic aussi, que je n'ai pas passé à tort, qui a un graphique très intéressant, qui se situe aux alentours des 92 centimes et qui donc est très résilient. Mais de la même façon que la Binance Smart Chain, ça fait partie, selon moi, des blockchains qui était déjà super pratique et utile en raison des frais de transaction qui étaient très faibles et qui étaient déjà très utilisés lors de la phase haussière précédente, et qui peut-être le sera encore et aura des améliorations très intéressantes, notamment en plus avec ce partenariat qui semble s'opérer entre Matic et Meta, donc
J'arrive sur la fin de cette émission qui, je l'espère, n'a pas été trop longue. Je vous souhaite une excellente journée. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît. Vous pouvez également activer la petite cloche pour ne pas manquer les émissions quotidiennes. Je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.